suis ravi et je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Bien. Alors. De quelques matériaux utilisés dans le domaine de fabrication des cellules photovoltaïques, évidemment des panneaux. Je vais me restreindre à quelques exemples que nous avons développés, que nous utilisons au centre. Donc au milieu, donc, voilà quelques photos de quelques installations au centre auquel j'appartiens, c'est le centre de recherche et technologie de l'énergie. Bien, je vais commencer tout d'abord par... vous voulez, c'est cet ensemble de cours qui représente, si vous voulez, en point, c'est l'évolution de la population mondiale depuis 1850 et les perspectives d'évolution jusqu'à 1100. Et les différentes couleurs que vous avez, c'est la consommation, bien les dépenses, et la consommation aussi, c'est pas la même chose, du charbon, du pétrole, du gaz, de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables. Donc, comme vous voyez, pour le pétrole, on a atteint pratiquement le pic, ce qu'on appelle le pic de Hubert partout dans les réserves à travers le monde, et c'est le déclin. Probablement, si on ne compte pas ce qu'on appelle les chiites bitumeux et le pétrole, si vous voulez, en profondeur, probablement ça va aller vers 2035. Mais avec la croissance économique en Asie qui fait des pics de 10% à l'an, je pense que ça va être raccourci. Et il ne restera probablement que le charbon si on n'investit pas dans le domaine des énergies renouvelables. Il y a aussi le nucléaire. Le nucléaire, c'est vrai que les gisements vont aller jusqu'à probablement 50-60 ans. Mais si on va vers les gisements, si vous voulez, de l'uranium qui se trouve dans les océans, si on arrive à l'épuiser, probablement ça va pousser l'humanité vers deux autres siècles. Bien, donc, comme vous voyez, il n'y a pas d'autre échappatoire que les énergies renouvelables n'est plus un choix, c'est une obligation. Parmi les énergies renouvelables, je vais parler du photovoltaïque et j'ai résumé ici quelques impacts d'une industrie photovoltaïque qui commence à partir du silicium sur l'économie d'un pays. Et là, c'est l'impact direct. Ce n'est pas le truc indirect. Une industrie photovoltaïque utilise ou bien nécessite, si vous voulez que ce soit des PME ou bien des grandes boîtes, commence par l'industrie du silicium. L'industrie du silicium, elle irrigue l'électronique, mais le photovoltaïque aussi. Il y a l'industrie du verre, il y a l'industrie du câblage, l'industrie du plexiglas. Bon, l'industrie du verre, évidemment, ça évite certains pays qui ont une bonne qualité de CO2 de l'exporter. L'industrie du plexiglas est une industrie génératrice d'autres industries, comme le meuble, le bâtiment, etc. Il y a l'industrie métallurgique, qui est aussi génératrice d'autres industries, comme les pièces de rechange, auto ou n'importe quelle autre machine. L'industrie électronique est génératrice d'industrie haute technologie. Et l'industrie machine complexe pourrait générer la représentation des grandes firmes pour aller vers la fabrication de ces grandes machines à la fin. Donc, tout ce paquet est, à mon sens, est un générateur d'employabilité très élevé. Il y a aussi le plus important, c'est la maîtrise du savoir-faire, et tout ça, évidemment, a un impact important sur le PIB ou le PNB d'un pays, donc la richesse du pays. Bien, je vais me concentrer maintenant petit à petit vers le photovoltaïque. En général, voilà le cahier de charge pour un bon matériau pour le photovoltaïque. Un bon matériau pour la conversion photovoltaïque devrait satisfaire aux exigences suivantes. Il devrait avoir un gap entre 1.2 et 1.7 électronvolts, être disponible, non toxique, être plus ou moins facile à fabriquer et reproductible, avoir un bon rendement de conversion photovoltaïque et avoir une durée de vie assez importante comme le silicium qui peut aller pour les cellules à base de silicium cristallin, surtout la durée de vie peut atteindre les 35 ans. Nous, on a un exemple au labo. Malheureusement, ce cahier de charge est assez exigeant. Un matériau qui satisfait à la fois toutes ces exigences n'existe pas pour le moment.
Probablement les scénarios les plus plausibles. Il y aurait la dominance du silicium monocristallin, multicristallin et polycristallin. Et il y aura aussi l'émergence, si vous voulez, probablement ça pourrait être intéressant, l'émergence des technologies à base, si vous voulez, de silicium cristallin, de moyenne épaisseur, ça c'est assez important, quelques dizaines de micromètres. Il y a les Chinois qui ont commencé avec quelques dizaines de micromètres. Il y a la percée des technologies au silicium amorphe, les 6, copper, indium, sélénite, et il y a les cadmium telluride aussi. Et il y a, ces dernières années, les cellules faciles à fabriquer qu'on appelle disolar cells ou solaires. Probablement, il y aura de nouveaux concepts. Bon, il y a quelques concepts en cellules fondaines, et les cellules organiques restent quand même avec un rendement assez bas. Le photovoltaïque, toutes les cellules ont été classifiées, on a commencé à classifier ces cellules dans 3 grandes familles. Il y a la première génération des cellules, donc cette génération conserve le silicium massif, c'est-à-dire mono, multi et polycristal. La deuxième génération, c'est tout ce qui couche mince, excepté les cellules solaires à usage spatial, là où le rendement est très élevé et ça dépasse même ce qu'on appelle la limite de Shockley-Queisser. La troisième génération des cellules photovoltaïques, ce sont des cellules, on souhaite fabriquer des cellules multispectrales, le rendement élevé, donc je suis là, mince, pas cher, entre guillemets pas cher, non toxique, facile à fabriquer. Il y a un savoir-faire à l'échelle internationale, bon, nous on a aussi un savoir-faire à l'échelle internationale en Tunisie, en ce qui concerne les cellules de première génération et deuxième génération. Pour les cellules de première génération, ça reste à l'échelle du laboratoire, à l'échelle internationale, partout dans les laboratoires. Bien, donc maintenant, je vais atterrir dans quelques activités dans le domaine du photovoltaïque du Centre de recherche et technologie de l'énergie. Je vais vous donner une idée de l'effectif du centre jusqu'au 31 août 2012. On est 9 professeurs, on a 2 maîtres de conférence, 25 maîtres assistants, 3 assistants, 36 ingénieurs, 52 techniciens, 25 administratifs et 50 étudiants en doctorat et en master. Cet effectif est appelé à exécuter 25 projets dans le cadre d'un contrat-programme 2010-2013. Les programmes de recherche. Il y a de 1, la conversion thermique de l'énergie solaire. Donc, ça, c'est un autre domaine d'activité. Il y a la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire. Là, je vais parler de quelques petites choses. Il y a des travaux sur l'efficacité énergétique dans l'industrie et dans le bâtiment. Il y a la valorisation énergétique des défauts et l'énergie éolienne. Ces travaux sont exécutés par 3 laboratoires de recherche. Il y a le laboratoire de photovoltaïque auquel j'appartiens, le laboratoire thermique et le laboratoire de maîtrise de l'énergie éolienne et de la valorisation d'énergie. Voilà donc, je vais parler de quelques activités dans le laboratoire de photovoltaïque en ce qui concerne la première, deuxième et troisième génération du photovoltaïque. Voilà la chaîne habituelle, si vous voulez, de la fabrication des cellules et des panneaux pour la première génération. Ça commence par le SiO2, qui est juste en bas ici, jusqu'au système. Nous, en tant que centre, en tant que laboratoire, nous avons un savoir-faire dans la fabrication des cellules, mono-multicristallin, et le panneau, évidemment, le système. On a commencé il y a 2 ans la purification du dioxyde de silicium afin de fabriquer du silicium. Historiquement, nous avons commencé probablement la première cellule qui a été fabriquée avec un rendement assez acceptable, 11% à base de silicium monocristallin, a été faite en 1990. Et puis on a augmenté petit à petit les rendements avec différentes techniques. En 2000, nous avons fabriqué des panneaux à base de silicium monocristallin. Là où nous avons utilisé ce qu'on appelle le silicium poreux. En 2002, nous avons étudié la faisabilité d'une industrie photovoltaïque tunisienne. La conclusion du workshop était le marché est encore petit, il faut viser un marché plus grand. Là. Bien, voilà quelques équipements que nous avons dans le laboratoire pour la fabrication des cellules de première génération, pour la diffusion, pour infrarouge, atmosphère contrôlée, pour les contacts de jonction, et puis machine à sérigraphie pour les contacts avant et arrière, et
une machine de caractérisation de IV sous éclairement à 1,5. Je vais vous donner quelques résultats maintenant de recherche sur, par exemple, l'application du silicium poreux que nous avons fait aux alentours de 2000 sur du silicium monocristal. Le silicium poreux, ce qui est important pour le silicium poreux, si vous voulez, c'est que à cause de sa structure spongieuse, il fait une excellente couche anti-reflets. Donc, ici, par exemple, sur ce graphique, sur ce premier graphique, si vous voulez, le petit a en haut, c'est la réflectivité de la couche de silicium monocristallin avant la fabrication de la couche poreuse. Donc, elle était aux alentours de 25% dans la gamme visible, proche infrarouge, et puis lorsqu'on utilise du silicium poreux, elle descend jusqu'à 10%, ce qui est important pour le photovoltaïque. Et la preuve, c'est sur la caractéristique, si vous voulez, IV à l'obscurité, sous éclairement à 1,5. Donc vous voyez que le courant de court-circuit augmente, et donc ça fait augmenter le rendement, et ainsi de suite. Donc la cellule est meilleure. Nous avons utilisé du silicium poreux sur du silicium monocristalin qui a été texturisé. Donc voilà la première image par microscopie électronique à qui montre les pyramides du silicium. Et puis nous avons fabriqué du silicium poreux. Et donc là, on est descendu, on était pratiquement à 10 pour le texturiser, pour la courbe noire, petit a. Et puis lorsqu'on a utilisé du silicium poreux sur ces structures pyramidales, on est descendu moins de 10. Nous avons travaillé également sur le silicium multicristallin et polycristallin. Mais pour le monocristallin multicristallin, c'est vrai que le coût, si vous voulez, ou bien le prix de la plaquette de silicium multicristallin ou polycristallin est inférieur à celui du monocristallin, mais il présente un bon rendement, un bon rapport qualité-prix. Nous avons travaillé sur les défauts, par exemple sur les joints de grains. Là, ici, comme si vous voulez, j'explique cette image, ce n'est pas une image par microscopie électronique, ça c'est un joint de grain, c'est un défaut entre deux grains comme ça. Et ce que vous voyez, c'est le courant de court-circuit que nous avons obtenu par balayage de toute la surface autour d'un joint de grain. Ça c'est avant ce qu'on appelle l'opération de guérison de défaut. Et ici, après la guérison, donc l'image devient plus claire et donc le courant est plus important et l'activité du joint de grain, comme vous voyez, ce qui était assez sombre ici est devenu assez clair quand même, ce qui témoigne que le gathering a réussi. Le même, pardon. Plus que 5 minutes. Si ma mémoire... Condition. On a pu changer le temps, on a pu changer, si vous voulez, la concentration d'AgM3, c'est un paramètre expérimental, et on est arrivé quand même à obtenir le bon compromis sans détruire la qualité électrique. La purification du SiO2, ça c'est en 2010, donc là je donne le diffraction d'alliance X ou bien micro-analyse par X du silicium avant purification et après purification. Donc avant purification, il y a la présence du magnésium, de l'aluminium, du chlore, calcium, ainsi de suite, fer, et après il n'y a que du silicium et de l'oxygène. Deuxième génération. Je vais essayer de faire vraiment vite. On travaille sur les cellules solaires au silicium amorphe, polymorphes, micromorphes. On développe aussi les cellules tellure de cadmium, les cellules 6 et 6. Et on travaille sur d'autres cellules organiques, cellules à colorant, etc. Je vais donner quelques. Là, c'est une machine Plasma Enhanced Chemical Backward Deposition machine pour la fabrication du silicium amorphe, donc micromorphe et ainsi de suite. Je vais parler maintenant des cellules solaires à colorant. Les cellules solaires à colorant, ce sont des cellules faciles à fabriquer. Nous avons fabriqué le TiO2 avec une technique assez simple. Le schéma est là-bas, dans une solution. On applique une différence de potentiel entre deux électrodes et on obtient une couche assez bonne. Cette technique est appelée EPD ou électrophorèse. Les résultats sont formidables. Le diffractomètre d'Héranzi est assez clair, il fait montrer la structure TiO2, la transmission de la réflectivité en bas elle est bonne. Évidemment, nous avons fabriqué, donc, si vous voulez, la jonction dans ce petit four. Là, vous avez la cellule, et ça, c'est la première couche quand même native de CO2. Et puis, la technique PECVD, nous avons utilisé cette technique, donc ça, c'est l'échantillon à l'intérieur de la chambre.
Voilà le cahier de charge pour utiliser, pour former une couche de CO2 de 5 nanomètres d'épaisseur. La fréquence 13.56, voilà les différents débits. Et puis la couche, si vous voulez, de silicium amorphe. Ensuite, cette couche subit un recuit, pardon. Merci.